Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire qui sera donc un partage d'expérience de Xavier et Pierre, donc, voilà, qu'on va présenter dans quelques instants. Je présente d'abord les petites règles du webinaire, entre guillemets. Vous avez donc un onglet de chat où vous pouvez partager vos problèmes techniques si vous en avez ou vos remarques. Et vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez donc poser toutes vos questions et poser des questions donc, à Xavier et Pierre ou à nous, enfin, comme vous voulez. Donc voilà, posez toutes vos questions. Vous avez un onglet sondage aussi, dans lequel on pourra potentiellement vous poser des questions à vous, si ça se prête. Et puis, je vous propose de commencer. Je vais vous présenter un petit peu avant de vous poser quelques questions. Et puis, dans un deuxième temps, on relèvera toutes les questions des internautes pour vous. Et voilà. C'est parti. Donc, on reçoit donc Pierre. Donc, Pierre, tu es maintenant à la retraite. Tu étais ingénieur dans les domaines de la météorologie et de la géographie numérique. Tu es VDC depuis 2 ans, depuis que tu es à la retraite. Voilà. Tu avais, et tu as toujours d'ailleurs à cœur d'améliorer les relations entre les collégiens et la physique. Donc ça, c'est ce que tu me disais. Donc un outil nécessaire pour lire et comprendre le monde. Donc le numérique et l'informatique te semblaient un bon moyen d'y parvenir. Et donc en découvrant le programme VDC, c'est un coup de foudre, on va dire. Et tu t'y es engagé. Tu t'es spécialisé notamment dans Rapid Mentor, donc tu nous en parleras peut-être un peu plus tout à l'heure, et tu as développé un très très beau site, que tu es très humble dessus, mais nous on le trouve vraiment, vraiment top. En ce moment, tu es animateur régulier à l'Espace 40 de Montreuil, avec Guillaume Xavier, qui est là, et Elsa. Et tu animes aussi des ateliers d'1 semaine sur Scratch à la médiathèque Václav Havel, en compagnie de Lionel Orex, ou à la médiathèque Marguerite Yourcenar, et cette fois sur Rapid Mentor. Voilà. Donc, bienvenue. Et donc, on reçoit aussi Xavier. Donc, Xavier, c'est toi, tu travailles en tant qu'animateur d'ateliers numériques, en particulier autour de la programmation et des jeux vidéo. Et tu as passé de développeur, tu as un passé de développeur et d'animateur numérique. Donc, du coup, quand tu es tombé sur le programme des voyageurs du code, donc tu cherchais du travail et tu te dis que ce programme-là, ça correspondait bien à ton profil, donc ça tombait très bien. Toi, tu es plutôt spécialiste de Scratch et ton principal atelier, c'est celui de la Gaieté Lyrique, tous les mercredis soirs, donc de 18 à 20h. C'est un atelier que toi et tes collègues menaient depuis un certain temps, puisqu'il est, depuis presque un an, presque, c'est ça. Moi là, je fais depuis 1 an, mais il existe depuis 2 ans. Il existe depuis 2 ans, ouais. Donc il est assez bondé toutes les semaines, pour y avoir mis les pieds de temps en temps, il est toujours très très rempli, et dans lequel les participants sont assez libres de tester ce qu'ils souhaitent. C'est un atelier très particulier. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus tout à l'heure, donc vous pourrez en dire quelques mots. C'est vraiment un peu l'atelier phare, c'est celui que les gens voient le plus souvent, avec Yourcenar aussi en deuxième position, mais vraiment celui il attire beaucoup. Donc première question, on va passer directement dans le vif. Donc j'ai brièvement évoqué votre arrivée chez les VDC, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce programme? Enfin, voilà, quand vous êtes tombé dessus, qu'est-ce qui vous a fait vraiment, qui vous a dit vraiment, je vais m'engager là-dedans, je vais engager des ateliers, et donc en quoi ça vous semble important de s'initier au numérique aujourd'hui, en fait, plus largement? Allez-y. Qui commence? Moi, je veux bien commencer. Ouais, vas-y. Déjà, le numérique, il est partout aujourd'hui. Je trouve que c'est... Enfin, moi, je travaillais... j'ai une formation de développeur et j'ai travaillé comme développeur. Alors, la programmation informatique, en fait, c'est le code. C'est l'envers du décor, du numérique. Tout derrière, c'est des programmes et des données. Et donc, je trouve ça vraiment bien que tout le monde puisse avoir cet accès à des explications et même à pratiquer la programmation pour comprendre en fait l'envers du décor. Et donc ça, ce que j'aime vraiment beaucoup dans les voyageurs du code, et on le voit vraiment bien à la Gaieté Lyrique, c'est que justement il y a cette ouverture où gratuitement tout le monde peut venir s'initier et découvrir tout ça. Voilà, ça c'est vraiment ça me parle beaucoup. Ouais, mais il y a le côté découverte du monde là, enfin décodage du monde. L'analogie que je fais parfois, c'est quand j'étais môme, j'ai commencé par démonter ma mobilette. Mais je trouve que le code, c'est un peu ça maintenant. Pour comprendre ce qui se passe, il faut démonter la machine. Et alors, on ne fait pas les mômes qui viennent, on ne va pas en faire des informaticiens. Mais si on leur permet de comprendre ce qui se passe derrière, ça serait intéressant.
Et peut-être le deuxième aspect que j'aime beaucoup dans l'action des voyageurs, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup, le coup de cœur il est peut-être là, c'est que, bon moi j'aime bien la technique, les maths et la physique, mais ce que je trouve pénible dans ces matières, c'est que quand on fait un truc là-dedans, on a bon ou mauvais à la fin. Et que dans Scratch ou dans, pas Scratch spécialement, mais dans l'apprentissage de la programmation, eh bien l'erreur est nominale. C'est-à-dire que la manière d'apprendre ou l'expérimentation, elle est omniprésente. On n'a pas bon ou mauvais à la fin, on a toujours le désir d'arriver à faire et on y arrive en fait. Et ce côté désir et cette absence de blocage, ça me plaît beaucoup. Voilà. C'est ça qui m'a motivé dans le fait d'améliorer la relation des enfants aux techniques et à la compréhension du monde. Voilà, les deux choses. Très bien. Du coup, je vais en profiter pour rebondir. Vous parlez des outils. Donc, je sais que, alors, du coup, on avait dit, Pierre, qu'est-ce qui t'a plu sur App Inventor? Et du coup, Xavier, qu'est-ce qui t'a plu sur Scratch? Et inversement, si vous voulez en parler. Je sais que, Xavier, tu peux commencer? Scratch, alors, Scratch, j'ai découvert l'année dernière. Ouais. Moi, en fait, quand je travaillais dans un espace public numérique et j'ai fait de l'initiation à la programmation avec des personnes adultes et ça n'a pas vraiment bien marché. Mon initiation à la programmation, elle était, il y avait pas, j'étais pas arrivé, je leur montrais comment coder, mais il n'y avait pas de résultats graphiques. J'avais l'intention de leur montrer des résultats graphiques, mais qui dit résultats graphiques en programmation dit l'utilisation de plein de choses qui sont pas simples. Et quand j'ai vu Scratch l'année dernière, je me suis dit, ah, voilà, c'est l'outil miracle, l'outil magique, parce que on peut faire donc de la programmation, mais aussi, il y a tout un côté animation graphique très simple d'accès. Et ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, voilà, c'est ça qui me manquait. Et donc, je suis tout de suite tombé amoureux de Scratch et j'ai tout de suite envie d'expérimenter. Et d'ailleurs, j'ai expérimenté avec les voyageurs du code. Chouette. Et du coup, toi, Pierre, App Inventor. Donc, pour ceux qui connaissent pas, tu peux un peu situer, expliquer ce qui t'a plu dans. Alors, je vais revenir sur un truc. Il y a Scratch que j'aime beaucoup pour les mêmes raisons que Xavier. La facilité d'accès, le retour rapide, le fait qu'on c'est rapidement satisfaisant. Donc, ça motive à la découverte. Alors, il y a autre chose que j'aime bien avant Scratch, c'est code.org. Ça, c'est tous les ateliers, souvent, je les démarre par un peu de code.org parce que du point de vue de l'animation, c'est plus facile. Peut-être juste pour expliquer en quelques mots code.org pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait un site internet qui, c'est des petites énigmes. Tu me dis, tu m'arrêtes. C'est des petites énigmes. En fait, on doit déplacer un personnage et en donnant des instructions. Donc, contrairement à Scratch, on a un objectif par exercice. Donc, je dois amener un. Donc, alors que Scratch est beaucoup plus libre, beaucoup plus crée ce que tu veux. Voilà. On est plus à l'échelle de la minute ou de 2 minutes. Et l'intérêt, quand on a un groupe, c'est que chacun peut aller à son rythme. Et du point de vue pédagogique, je trouve ça assez pratique. Et ça permet de voir des notions de base qu'ensuite on reprend avec Scratch. C'est toujours la même notion de bloc. Ouais. Bon. Voilà. Alors, Scratch est très, très intéressant. Moi, je fais essentiellement du Scratch. App Inventor, c'est ce que je préfère, mais c'est pas ce que je fais le plus. D'accord. Bon. Alors, la différence. Donc, j'adore Scratch. J'aime beaucoup. App Inventor, c'est un tout petit peu autre chose. Ça s'adresse à partir, je crois, de 11-12 ans. Alors, et du point de vue de la découverte du monde, ça me semble un outil très, très intéressant. C'est parce que dans App Inventor, il y a deux éléments essentiels qui ne sont pas dans Scratch. C'est, d'une part, l'ouverture vers les services web. C'est-à-dire les applications qu'on crée, elles permettent par exemple d'utiliser le GPS, d'afficher des cartes. Donc, d'afficher des cartes, par exemple de scanner un code barre et puis d'aller regarder sur Internet ce que veut dire ce code barre. Donc, l'ouverture vers Internet et vers la cartographie qui m'intéresse personnellement. Donc, l'ouverture vers l'extérieur. Et puis, le deuxième aspect que j'aime beaucoup parce que moi, je suis physicien ou ingénieur, ça on ne se refait pas, c'est l'ouverture vers l'intérieur, c'est-à-dire vers les capteurs, l'accéléromètre, le GPS, le gyroscope, et on peut faire plein d'autres, le baromètre. Et donc, un des trucs que j'ai fait récemment qui est drôle, c'est on fait dire à son téléphone à quel étage on est dans l'ascenseur. Alors ça donne
une facilité, une relation à la physique qui est très différente de celle qu'on a à l'école. Et ça, je trouve ça très sympa. C'est cette ouverture vers l'extérieur que donne App Inventor. Alors, que Scratch ne permet pas, mais ça ne s'adresse pas à la même tranche d'âge. Hein. Donc, les deux sont très complémentaires. Hein. Moi, je fais surtout du Scratch pour l'instant. App Inventor, je le fais à un âge 12-13 ans. Et c'est difficile parce que c'est un moment où les ados, ils ont envie de faire autre chose que de la programmation. Donc là, il y a une difficulté à résoudre que moi, je n'ai pas résolue, qui est de motiver des ados. Et on en discute beaucoup avec les bibliothécaires, c'est que après 13 ans, 14 ans, eh ben, ils ont envie de faire autre chose et je serais à leur place, ce serait pareil. Hein. Mais bon, voilà. On a une première question de Manuel sur le webinaire qui nous demande quel serait selon vous l'intérêt d'apprendre à coder à l'école primaire? Le développement d'une nouvelle forme de raisonnement, préparer les élèves au métier du futur, permettre, obliger aux enseignants de fonctionner de manière transversale. Moi, je travaille avec des primaires, alors j'ai vu. Moi, je pense que la programmation, c'est justement, en effet, c'est des concepts. Il y a plusieurs concepts les enfants en primaire, ils ont tout à fait accès à ces concepts et je trouve que c'est bien qu'ils puissent y avoir accès. Donc, c'est des concepts de programmation. Je ne sais pas si je les évoque. Il y a le fait que dans la programmation, c'est des instructions qui sont les unes à la suite des autres. Déjà, comprendre qu'un algorithme, c'est ça, c'est des instructions qui sont exécutées les unes à la suite des autres. Il y a ce qu'on appelle les books, c'est-à-dire la facilité de répéter des instructions pour tout objet numérique. Il y a la possibilité de faire des tests, donc des instructions, on appelle ça des instructions conditionnelles. Donc, s'il y a quelque chose, si par exemple la couleur est rouge, on fait ça, si la couleur est verte, on fait autre chose, ou des choses comme ça. Et tous ces concepts qui sont utilisés dans tous les langages de programmation, eh ben, on peut déjà montrer un aperçu en primaire, et même avec certains enfants aller plus loin. Et je trouve que c'est une bonne chose, puisque en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'envers du décor. Hein. Tous nos outils numériques, derrière, il y a des programmes, et donc ces programmes, ils fonctionnent avec ces bases-là. Donc, pour moi, en primaire, je trouve que c'est les choses qu'on peut faire passer dès le primaire. Tu veux ajouter quelque chose, Pierre? Moi, ce que je retiens dans la question, c'est la transversalité, et qui me semble intéressante. La programmation toute seule, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Mais quand on le fait avec des profs, avec le prof de maths, avec le prof de géographie, ou pour raconter une histoire, peu importe le sujet, hein, c'est la programmation en soi, elle a, à mon avis, pas grand intérêt. Voilà. Mais quand c'est transverse, c'est que on est avec un prof de français ou d'anglais ou de physique ou de maths. Là, ça peut devenir en plus, c'est très sympa. Enfin. Ce qu'on dit généralement, c'est que la programmation, c'est qu'un outil, et c'est pas très intéressant d'étudier un outil pour un outil. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut réaliser avec. Ouais. Il y a une blague que j'aime bien, c'est que on n'apprend pas à faire du vélo pour faire coureur cycliste, et ben on n'apprend pas non plus la programmation pour faire informaticien. On l'apprend pour se déplacer, pour être plus à l'aise dans le monde, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est des projets où avec Scratch, c'est le fait de faire des jeux vidéo qui font avancer la chose. Ouais. Mais ça leur plaît, quoi. Oui, oui. Et puis, en fait, le concept, le truc, c'est que ça passe sans qu'ils s'en rendent compte. Hein. C'est ça. Enfin, ouais. Je pense que pédagogiquement, c'est d'arriver à faire passer le concept ces concepts-là sans qu'ils s'en rendent compte à travers le fait de créer un jeu ou le fait de faire des choses comme ça. Ça, ouais, tout à fait. Ça rapproche un peu avec ce que tu avais dit tout à l'heure, dire que finalement, en programmation, tu arrives à raccrocher avec la physique. Et finalement, c'est en créant un jeu et en faisant de la programmation qui se réapproprient des concepts de physique. Ouais. Et je ne sais pas si tu te souviens, par exemple, de ce projet collège qu'on avait mené, où ils ont redécouvert les coordonnées. Et on a eu plein d'enfants qui nous ont dit « Ah, ça sert à ça, les coordonnées. Ah, bah, si j'avais su, j'aurais peut-être écouté en maths. » Exactement. Et c'était assez drôle, parce qu'on se dit voilà, quand tu leur fais créer quelque chose de très concret, pour eux, c'est un jeu vidéo, mais finalement, ils se sont appropriés un certain nombre de notions à travers la programmation pour pouvoir accrocher un petit peu à ça. Et ça, c'était vraiment chouette.
Ouais. Et puis un truc, c'est que on arrive chacun avec sa personnalité. Xavier, la tienne, moi la mienne, etc. Toi, Quentin, la tienne. On a eu l'occasion de se voir de temps en temps dans des ateliers. Ce qui est vachement sympa, y compris entre les animateurs, c'est de voir la démarche des autres. Ça, c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. Alors, peut-être pour expliquer un petit peu, on a parlé beaucoup de vos ateliers que vous menez, on parlait d'Espace 40, la Gaîté Lyrique. Est-ce que vous pourriez en quelques mots expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce qui s'y passe? Qu'est-ce que, voilà, je suis personne, je voudrais aller à Gaîté Lyrique, qu'est-ce qui va m'arriver quand j'arriverai à Gaîté Lyrique où je suis enfant et que je vais à l'Espace 40, qu'est-ce que je trouve à l'Espace 40? En quelques mots. En tant que participant? En tant que participant, ouais. D'accord. Je commence à la Gaîté Lyrique. Alors, à la Gaîté Lyrique, déjà, il y a le lieu. Hein. La Gaîté Lyrique, c'est vraiment dédié au numérique et aussi beaucoup à la musique. Il y a pas mal de concerts. Il y a aussi il y a même beaucoup de choses liées au graphisme, travailler avec des artistes. Donc c'est une médiathèque, donc et c'est aussi un espace de coworking. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour venir. On vient avec son ordinateur, on vient pour travailler. Il y a toujours quand j'y vais, il y a toujours plein de gens sur les tables à plusieurs, par groupe, avec leur ordinateur portable, en train de travailler. Et nous, on est positionnés en plein milieu. Donc on a une très longue table. Et donc soit on participe, on la met en place, soit la Gaîté Lyrique nous le fait pour nous avant. Et on arrive, et donc on est au milieu de tout ça. Donc quand quelqu'un arrive et qu'il a entendu parler des ateliers à la Gaîté Lyrique, il arrive et il est vraiment il baigne dans ce milieu qui est quand même assez particulier et qui donne envie de travailler. Donc ça c'est bien. Donc on arrive et on a une longue table. Donc voilà, c'est là que ça se passe. Il y a je sais plus s'il y a un petit panneau, je crois, mais en fait, on est plutôt redirigé. Et donc, comme on a des habitués, donc il y a déjà pas mal de personnes qui sont installées autour de la table. Et la personne qui vraiment arrive pour la première fois, elle nous demande c'est ici que ça se passe et tout ça. Donc on l'installe, on lui dit de s'installer. En général, quand les nouvelles personnes, on a toujours un petit peu encore de temps de préparation. Mais je crois qu'il y a une autre question après. On en reparlera après. Voilà. En fait, il faut au démarrage qu'on place toutes les rallonges pour que tous les ordinateurs puissent être branchés et tout ça. Et donc on fait ça en général quand les gens ils arrivent. Et à ce moment-là, on se présente. Donc on est 4-5 bénévoles réguliers tous les mercredis. Donc on se présente, on dit qui on est. Et on demande quelles sont les personnes qui arrivent pour la première fois, donc cette personne-là. Et en général, on va se mettre à côté, puis on va lui expliquer vraiment ce que c'est que les voyageurs du code, d'où ça vient, toute l'histoire. Et après, on va lui demander on va lui expliquer qu'on est là pour aider à s'initier à la programmation et que c'est aussi un lieu d'entraide. Faut pas hésiter à parler à son voisin et à s'entraider. Et à ce moment-là, on lui demande de se présenter et pourquoi elle a été attirée pour venir là et qu'est-ce qu'il ou elle veut faire. Et là, c'est très variable. Alors, il y a plein de possibilités. Nous, au démarrage, c'est une initiation de programmation. On va l'orienter vers deux orientations. Il y a soit on a les fiches donc de Bibliothèques sans frontières sur Scratch. Et on va lui proposer de faire une fiche, donc c'est des petits jeux à reproduire sur Scratch. Soit si on sent que la personne elle vient vraiment pour avec un objectif de faire des pages web ou son site web, on va l'orienter vers Codecademy ou la Khan Academy pour s'initier au HTML, CSS, JavaScript. Et puis il y a ceux qui viennent avec des projets bien précis. Alors là, ça peut être des longues discussions où on va demander et tout ça. Donc, pour la première fois, c'est comme ça que ça se passe. Et puis ensuite, si la personne accroche, si elle aime bien venir pour travailler sur ce lieu-là et tout ça, et elle aime bien l'échange, pouvoir poser des questions et tout ça, on a des participants très réguliers qui viennent chaque semaine, quoi. Voilà. D'accord, chouette. Ça dure 2 heures. On est 5 animateurs, on est disponible, il lève la main, enfin, on est disponible, on tourne régulièrement entre tous les participants. Et donc, on peut même avoir la chance de pouvoir parler avec 3 à 4 bénévoles avec nos avis différents.
avec nos conseils différents. Et voilà, je pense que ça ajoute beaucoup quand on est un peu perdu par rapport à l'univers de la programmation ou par rapport à ce qu'on a envie de faire. Je pense qu'on décante beaucoup en discutant avec nous. Ça permet de décanter. Les choses, elles sont comme ça. Il y a beaucoup d'explicatifs. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, alors Pierre, si moi en tant alors j'imagine c'est plus enfant déjà pour toi. Ouais, parce que la Gaîté Lyrique, si vous avez l'occasion d'y aller, il faut y aller. Hein. C'est très sympa. Oui, moi, mais toujours avec Xavier d'ailleurs. On est à l'espace 40, donc plutôt avec des 8, 10, 11 ans à peu près. Ouais. Donc, ils viennent faire de l'informatique comme ils feraient du judo ou du violon ou je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas trop de violon à Montreuil, mais c'est plutôt bon. Mais voilà, je pense que les enfants viennent peut-être au départ sur le désir des parents. Mm-hmm. Et puis après, c'est à nous de les motiver, de faire des choses avec eux. Et ils sont... alors nous, donc grosso modo, c'est 2 heures, pareil. On passe avec Xavier 1h30. Ouais. Nous, avec Guillaume. Alors, l'espace 40, il y a une impulsion pédagogique qui est de Guillaume Liard, j'espère que vous aurez l'occasion de l'entendre à un moment, parce que c'est un mec super. Et lui, sa priorité, c'est que les enfants soient bien et qu'ils aient du plaisir à être là, avant toute chose. Alors, on a chacun un esprit. Donc, alors, tous les 3, on se voit avant, on se voit après, on échange des mails. À chaque fois, on essaye de proposer un objectif à chaque atelier, parfois au dernier moment. Ouais, on se prend des gamelles. Mais alors, ce qui est super, c'est que les mômes, ils sont complices. C'est-à-dire que même quand on se prend une tôle, ils rigolent avec nous, quoi. Ils sont conscients du fait qu'on a essayé un truc et ils sont quand même plaisir à être là. Ouais. Alors, avec l'été, quand même, ils ont le sport, donc on a moins de monde, etc. Mais bon, grosso modo, c'est 1h30 et à chaque fois, on essaie de proposer des activités qui peuvent être un peu à chaque fois différentes. On peut faire des choses sur Scratch, sur le sujet du binaire. Et on fait du Scratch, mais on fait aussi des ateliers déconnectés. Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup de pédagogie nouvelle. Guillaume, à chaque fois, il improvise des fois, et sinon, il a une idée bien précise, il vient avec. Et à chaque fois, c'est très original. On a fait des choses qui ont marché, qui étaient vraiment. Voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié, et ça venait de Guillaume. Très chouette. Ça, c'est un truc à retenir. Ouais. Essayez ce que vous avez envie d'essayer, parce que le fait que vous ayez ce désir, ça va marcher déjà si vous en avez envie. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est important. On peut partager. On a comment enseigner le binaire aux enfants. Et Guillaume, il était venu avec une idée. On l'a enseigné en faisant tout simplement, on a donné des codes binaires à chaque enfant. Et chaque enfant, en fait, pour reconnaître son code binaire, il devait faire un peu comme du Morse. C'est-à-dire, s'il y avait un 1, il tape sur la table. Et s'il y a un 0, il tape pas. Et du coup, chacun avait son petit rythme, en fait, binaire en fonction de son code. Donc, si par exemple, il y avait 4 1, ça fait ça. Et s'il y avait, par exemple, 1 0, 1 0, le code de l'enfant, ça aurait été ça. Et donc, il fallait qu'il reconnaisse les distances, qu'il y avait 0. Donc, on n'a pas tapé aussi vite. Et on s'est amusé à faire des jeux basés là-dessus où on devait s'appeler les uns les autres avec son code binaire. D'accord. Et du coup, franchement, nous, à la fin, on s'est dit, on leur a appris le code binaire sans même leur parler du binaire du tout pendant toute la séance. Et c'est passé tout seul. Et les enfants, ils ont adoré cette séance-là. Ça a été super séance. Et ça, voilà, c'est Guillaume qui arrive avec cette idée-là. On a mis ça en place. Et puis voilà. Après, comme ça avait marché, on avait essayé de compléter avec d'autres choses. C'était marrant. Super. Guillaume, si jamais tu nous écoutes, n'hésite pas à venir un jour sur un vieux webinaire nous parler de cette idée trop cool. Parce qu'en fait, si vous avez des idées, essayez. Et puis, je sais pas, après 13 ans, je sais pas, mais jusqu'à 12-13 ans, les enfants sont très tolérants. Ça, c'est sympa. Et d'ailleurs, juste en quelques mots, comment vous êtes retrouvés dans ces ateliers-là Comment vous êtes retrouvés à l'Espace 40 ou à la Gaîté Lyrique? Quel était le... Moi, alors à la Gaîté Lyrique, moi l'année dernière, donc j'ai rejoint les Voyageurs du Code et je me suis dit tout de suite, je regarde
il y avait, enfin, on recevait l'agenda par mail, puis je regardais l'agenda, je regardais toutes les activités, puis je m'y rendais. Voilà. Donc c'est comme ça aussi que j'ai fait l'atelier à la Goutte d'Or l'année dernière. J'y suis allé et ils m'ont dit ah bah oui, ça fait plusieurs fois qu'on demande des voyageurs du code, tout ça. Du coup bah moi je suis là et on a commencé des ateliers l'année dernière à la Goutte d'Or. J'ai fait jusqu'à fin juin et à la bibliothèque de la Goutte d'Or, donc dans Paris. Et la Gaîté Lyrique, c'est pareil, je suis allé comme ça. D'ailleurs, j'ai rencontré un copain comme ça aussi. C'était le premier jour en plus. On se rencontre, on se parle, et puis ça y est, on est toujours en communication. Et donc, je suis venu, c'était Marie-Caroline qui, voilà. Et donc, je suis venu pas régulièrement, de temps en temps, je venais aider. Tout de suite, je me suis dit, je viens pour aider. Ça a commencé comme ça. Et là, c'est à partir de septembre où j'ai vraiment pris la décision. Je suis allé le premier jour à septembre, la première réunion, et j'ai dit je m'engage, je viens chaque semaine, et je suis venu quasiment tous les mercredis. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait, et j'en ai parlé un petit peu. J'aime beaucoup j'aime beaucoup le côté ouvert à tous. Donc ça c'est vraiment la Gaîté Lyrique. Il y a tous les âges, il y a plein de gens, des gens qui s'y connaissent très très bien en programmation qui viennent. Et des gens qui connaissent rien, et puis de toute classe sociale, et on est tous mélangés là, autour de la table, et on fait tous plus ou moins les mêmes choses. Il y a des super projets qui passent comme ça. On aide quand on peut, parce que le voyageur du code, enfin, je pense, on aide, mais voilà, en fonction de ses connaissances. Et voilà, je trouve ça, j'aime bien cette ambiance, et moi je prends toujours beaucoup de plaisir à y aller le mercredi. On a plusieurs questions qui arrivent. Okay. Je vais les reprendre de manière chronologique. On a Mathias tout d'abord qui demande si un atelier avec des publics différents est-il plus difficile à gérer qu'un atelier avec un seul type de public. Plus la Gaîté Lyrique. Ouais, c'est une bonne question. En fait, par expérience, mais je pense qu'il faudrait poser la question à d'autres personnes. Ce que je trouve, c'est que à la Gaîté Lyrique, c'est très facile. Franchement, je trouve ça facile. Ça pose aucun problème. Alors, est-ce que c'est l'ambiance, le milieu? Je sais pas. Mais des fois, avec des enfants, ça peut être difficile, même s'ils ont tous le même âge, ça peut être vraiment difficile. Après, j'ai eu d'autres expériences aussi où, avec Scratch en particulier, quand on a vraiment, en primaire, quand on a des grosses différences d'âge avec des CM2, avec des CE1 ou de CE2 même, des fois même juste CM2, CE2, ça peut être très problématique. Ça vraiment mais ça c'est plus, là c'est en dehors des voyageurs du code, c'est des expériences à l'école, mais c'est parce que le CM2 a une image du CE2 qui est déjà dévalorisante, du coup ça marche même pas du tout très vite, et là c'est très très dur à gérer, et même quasi impossible des fois. Et je n'ai pas d'explication absolue, mais voilà, ça peut, la différence d'âge entre enfants, surtout peut-être si les enfants se connaissent et s'ils s'aiment pas, ou s'ils considèrent que l'atelier, parce que le problème de l'animateur, c'est qu'il faut qu'il parle au CE2 et que les CE2 comprennent, et des fois le CM2 peut mal le prendre, même pas avoir la patience, ou pas avoir envie d'être à un niveau, il estime que le niveau CE2 c'est pas pour lui, et du coup ça peut être très difficile à gérer en effet. Là je parle plus au niveau des enfants. Je pense que chez les adultes, les différences d'âge, je pense que c'est beaucoup moins problématique. Voilà. J'enchaîne du coup, j'ai Emmanuel de nouveau qui a une nouvelle question qui nous dit, vous parlez de motivation. J'ai observé que les enfants accrochent assez rapidement, mais comment convaincre mes collègues de l'intérêt d'enseigner la programmation dans une section pédagogique qui forme de futurs maîtres des écoles? Ça. Alors, la programmation en soi n'a pas d'intérêt. Quand on fait de la programmation, enfin, je peut-être en disant ça, mais l'idée c'est de faire un jeu et d'utiliser des outils du monde. Ça n'a pas d'intérêt de savoir faire du vélo et ça n'a pas d'intérêt de savoir programmer. Sauf qu'on vit mieux quand on sait faire l'un et l'autre. Alors, il y a une vraie difficulté, je trouve, avec le milieu scolaire. C'est une bonne question.
mais je pense pas qu'il faille l'aborder en tant que programmation en soi. Ça n'est pas le fait de faire de la programmation n'a pas pour objectif de faire de la programmation, mais de faire des projets, de faire des jeux. Très rapidement, il faut sortir de la technique. Ouais. La technique, c'est accessoire. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est un outil, et encore une fois, je peux te donner un marteau, en soi, ça sert à rien, c'est en créant un projet, véritablement, que c'est utile. Ouais, c'est pas de savoir penser à un clou qui compte, c'est ce qu'on va accrocher dessus, quoi. Après, sur la motivation, c'est toujours quand on s'adresse à un public, c'est réfléchir quelle est sa motivation derrière. Et effectivement, c'est de leur donner un exemple. Alors, il y a ceux qui ont grandi avec l'outil informatique et qui font du jeu vidéo. Et donc, ces jeunes professeurs qui ont grandi avec le jeu vidéo, souvent, ils voient tout de suite l'intérêt parce que c'est quelque chose qui leur parle à eux. Et la programmation, ils en voient. Si effectivement la personne n'a pas grandi avec ça, elle n'a pas beaucoup de repères, elle met un peu du côté en disant ouais, mais l'informatique, c'est pas un truc qui me plaît, donc je sais pas. Donc effectivement, c'est de poser la question sur comment orienter pour que ça le motive. Effectivement, si ça te touche personnellement, c'est très facile de motiver. Ah, t'aimes bien les jeux vidéo, bien, c'est facile d'en faire. Peut-être que ces professeurs-là, tu pourrais peut-être les avoir avec. C'est important. On vit dans un monde où c'est important pour tes gamins. Pense à tes enfants, pense aux enfants que tu peux avoir. C'est un plus non négligeable. Et peut-être qu'effectivement, personnellement, ils s'en fichent complètement. Mais d'un point de vue professionnel, c'est quelque chose, il va avoir tout de suite l'intérêt. Ça peut être une... Après, pour moi aussi, la programmation, comme on dit, encore une fois, c'est un outil. Et en fait, on peut le mêler à énormément de choses. Donc, en fait, dire que j'y vois pas l'intérêt, je trouve que c'est un peu vite dit, en fait, parce qu'on peut le mêler à tellement de choses que finalement, on peut très bien créer des livres numériques et donc, du coup, le recouper avec de la littérature. On avait un projet d'un bénévole qui voulait faire ça et faire découvrir l'histoire de France avec le numérique. Donc, finalement, la programmation, on peut la mêler à tellement d'espaces divers, on va dire, qu'on y trouve toujours quelque part un intérêt. Je pense qu'il faut creuser un petit peu et avoir un petit peu d'imagination et oser, en fait, cette imagination-là pour l'utiliser, pour le découvrir aussi à travers ces domaines-là. Moi, on peut aussi faire le parallèle avec les mathématiques. Les mathématiques en soi, à quoi ça sert? Enfin, il y a plein de choses. On voit les formes géométriques, tous ces trucs-là. Et c'est vrai. Après, je reviens sur un peu ce que il y a des concepts aussi. C'est des concepts utiles, quoi. Donc, rester aussi. Voilà, comment cette personne-là enseigne les mathématiques à l'école. Est-ce qu'elle a trouvé des moyens pour enseigner les mathématiques et que ça plaise aux enfants et que qu'ils accrochent? C'est un petit peu le même esprit, trouver les moyens d'enseigner la programmation, que les enfants ils accrochent, sans être complètement dans la programmation. De la même façon, je pense que si on n'était que dans les mathématiques, peut-être à un moment donné, waouh, on pense toujours aux tables de multiplication en école primaire. Voilà, il faut toujours trouver les moyens d'intéresser l'enfant et après, il comprendra que quand même, c'est utile. C'est utile d'avoir ces notions-là. C'est vraiment l'esprit, c'est le fait de faire passer des notions qui quand même comme on l'a dit, le numérique, il y a cette volonté d'acquisition du numérique. Acquérir le numérique, c'est acquérir aussi comment c'est fait derrière, hein. Même si après on n'est peut-être pas obligé de parler de programmation pure ou de rester là-dessus ou de faire des enfants des développeurs. Après, je pense pas que ce soit l'objectif. Il y a une petite remarque, c'est que souvent on parle des digital natives en parlant des gens qui sont nés bien longtemps après moi, bien sûr. Mais c'est assez trompeur cette notion de digital native. C'est pas parce qu'on joue à des jeux vidéo ou qu'on est sur Internet toute la journée qu'on comprend ce qui se passe derrière. Et donc l'idée de la programmation, c'est d'ouvrir le capot. Voilà. Donc digital native ne veut pas dire informaticien ou programmeur ou dans les digital natives, on est souvent dans une position de consommateur. Donc, le fait de faire de l'HTML ou de la programmation, c'est changer son statut par rapport au monde numérique. C'est c'est ouvrir la fenêtre, quoi, enfin, ou le capot plutôt. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que avec cette génération de digital native, t'en parles, on peut penser que c'est plus facile du coup de leur faire voir ce qu'il y a sous le capot,
Et en fait, finalement, on se rend compte que peut-être pas tant que ça, parce que souvent, moi, la remarque que j'ai de la part de cette génération-là, c'est ah bah je sais l'utiliser en fait, je le fais tous les jours. Et donc du coup, bah c'est beaucoup plus compliqué finalement de leur dire bah non, regarde, il se passe vraiment quelque chose en dessous et de leur faire s'intéresser à ce qui se passe en dessous, que des gens qui ne sont pas nés avec et pour le coup se demandent vraiment, la première question qu'ils se demandent c'est bah comment ça fonctionne quoi. Et donc c'est marrant en fait de mettre en perspective ça et se dire bah c'est pas parce qu'ils sont nés avec qu'ils ont forcément confiance de tout ce qui se passe et qu'ils ont envie en plus de et récemment, là c'était à Yourcenar il y a 15 jours, on faisait du Scratch ou de la Pinventor, c'est pareil, et je leur ai demandé mais où se fait le calcul qui affiche? Alors, ils disent sur leur ordinateur, et quand on leur dit le calcul, il se fait sur un serveur à Boston, à 5000 km. Ils disent, ah bon et tout d'un coup, ils s'aperçoivent que ce qu'ils font avec leur souris fait le tour du monde. Et tout d'un coup, il y a un questionnement qui... Tout d'un coup, c'est plus aussi évident que ça en avait l'air. C'est ce côté questionnement qui me semble intéressant. Aurélien, une question? Ouais, et justement, il y a Chloé, donc c'était pour rebondir sur, pour aider les collègues de Manuel, qui demandent, selon vous, est-ce qu'il y aurait un thème d'atelier à mettre en place qui n'existe pas encore? Peut-être leur donner des idées d'ateliers à mettre en place, ou des idées auxquelles vous pensez pour des futurs ateliers. En tant que voyageur du code. Tous les thèmes, tout peut se décliner. Il y a une envie particulière. Bah, moi, juste comme un exemple, mais après, moi, j'utilise beaucoup de jeux vidéo. J'ai fait un thème jeux de voiture. Et on fait que des jeux de voiture. Voilà. Je les ai même attirés comme ça, les enfants. Mais voilà, c'est juste une idée, mais je pense qu'après. Après, faut pas hésiter en fonction de ce qu'on aime. Je pense aussi. Moi, je suis très littéraire dans l'âme et j'aime beaucoup mêler les deux. Donc, faire découvrir, par exemple, on avait fait à une époque découvrir par du JavaScript, découvrir une œuvre. Et donc, à travers des petits pop-ups, des trucs comme ça, on voyageait dans l'œuvre. On avait fait ça aussi. Le livre dont vous êtes le héros. Un livre dont vous êtes le héros, enfin, toutes ces choses-là. Donc, à partir du moment où on a un sujet qui nous touche particulièrement, je pense qu'on peut le décliner de programmation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, mais chacun ses lubies. Enfin, moi, c'est la géographie, par exemple. Si vous trouvez... Alors, ce qui est sympa, c'est d'aller chercher sur Internet des choses qui vous plaisent et que vous pouvez décliner à votre sauce. Et puis, si vous avez plaisir, et je pense que ça sera communicatif. Alors, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, c'est le seul truc. Mais l'important, c'est ce qui vous plaît. Si vous avez des thèmes qui vous plaisent, eh bien, ça passera. Enfin, franchement, si c'est pas trop compliqué. La difficulté, c'est de simplifier. Il faut que ça soit faisable. Tout peut être fait. Après, c'est juste la manière de le faire. En fait, on pourrait faire un truc très compliqué si on le décompassait en petits morceaux. On pourrait imaginer des enfants qui créent un robot complètement. Si jamais, effectivement, on met la bonne méthode pédagogique pour les amener à le réaliser. Alors ça serait peut-être un truc à faire dans la biblio des voyageurs du code, c'est d'avoir une manière d'échanger nos petites expériences, nos petits plaisirs, si j'ose dire, qui sont communicatifs, mais pas de façon... Alors les fiches sont super, les fiches des voyageurs du code. Il y a les fiches qui sont disponibles sur Internet. Mais en plus, il peut y avoir chacun, on peut dériver, partir chacun dans son coin, ça c'est sympa. Ça, c'est aussi l'occasion, effectivement, de quand on fait des retrouvailles entre nous, pour ceux qui connaissent les apéros. C'est aussi cette occasion-là qu'on essaie de mettre en place, de pouvoir partager, de dire, moi, je cherche un truc complètement dingue sur, je ne sais pas, le volcanisme et la programmation. Et si on a un qui serait passionné, moi aussi. Et puis, on part aussi. C'est aussi l'idée là, quand on fait des rencontres. Vas-y. Alors moi, j'avais une petite question au niveau des publics. Alors, vous avez déjà parlé un peu du public que vous avez dans vos différents ateliers. Et moi, les bénévoles que je rencontre se font parfois, ou même moi d'ailleurs, ça m'arrive, une certaine idée du public. Et on se retrouve souvent surpris en fait par ce public-là, par leur réaction, par leur aisance ou par leur malaisance, ça dépend. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être vraiment surpris par un public? Et donc comment vous gérez, comment vous êtes avec votre public? Est-ce que vous êtes particulièrement sincère? Est-ce que vous avez quelle posture en fait vous adoptez par rapport
Alors, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, mais en fait, c'est un commun tous les deux. C'est que comment il s'appelle on a un enfant à l'espace 40 et c'est Pierre qui avait plutôt animé et on était parti sur justement des exercices de codage avec ce que je me souviens plus. Enfin, avec les exercices de codage qui permettent de faire des choses vraiment sympas. Blockly. Voilà, Blockly. Et on avait un enfant qu'on avait depuis le début de l'année et qui participait pas beaucoup au code en fait et qui aimait plutôt le dessin et tout ça. Si tu te souviens, Cassim, voilà. Et ce jour-là, c'était impressionnant. Il était quasiment il nous a fait une démonstration de ses capacités de coder, mais ça m'a bluffé. Il est largement excellent, quoi. Il arrivait à faire tous les exercices, mais comme ça, il trouvait les solutions pour tout. Il a dû être totalement enthousiasmé par le thème, justement. Voilà, on parlait d'un thème, mais le thème, c'était c'était un thème de dessin. C'était un thème où, justement, il fallait dessiner des étoiles, il fallait faire des choses comme ça. Et il a cherché, il allait jusqu'au bout. Je sais pas si les autres même sont allés jusqu'au bout. Il a fait tous les exercices, il y en avait 10 ou 12. Et les derniers, c'était dur. Je crois que je l'ai dit une fois, mais c'est tout, à un moment donné. Et tout le reste, il a trouvé. Et là, ça m'a bluffé. Voilà, un bon exemple. Ouais. Et franchement, j'aurais jamais attendu ça. De lui, précisément, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse une démonstration de code comme ça. Et du coup, à se demander, c'était peut-être le thème qui me manquait pour le motiver. Et là, le code, ça a été tout seul. Et il a trouvé tous les logiques et tout ça. Moi, ça m'a... Voilà. C'est vraiment, là, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Donc, ça peut arriver. Ouais. Ouais. Donc, du coup, tu as plus une posture en fait de les laisser chercher. Ah bah là, je suis ravi. Là, je suis ravi. L'objectif, c'est quand même de faire passer ce plaisir. Moi, j'ai du plaisir à coder. Après, d'essayer de le faire passer, c'est sympa. Il n'y arrive pas toujours. Et là, bah, j'avais presque rien. C'était fait, que ça se faisait tout seul. J'étais derrière en train de lui dire, waouh, dès qu'il trouvait, c'était bravo, quoi. Et du coup, ça motivait. C'était vraiment bien. Justement, pour rebondir sur la gestion des participants en atelier, il y a Mathias qui demande est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un participant avec une attitude négative pour le groupe et si ça vous est arrivé, comment vous l'avez géré? Bah oui. Moi, non, ça ne m'est pas arrivé. J'ai de la chance. Mais bon. Toi, à l'espace 40, quand même, on a eu un petit peu quand même, à un certain moment. Alors, il y a des difficultés de décroche. Il y a deux choses. Il y a des enfants qui décrochent. C'est-à-dire, plutôt que s'ils tuent de l'activité, ils vont vers le jeu. Alors, bon, quand l'espace 40, c'est le mercredi après-midi et on ne va pas leur casser trop les pieds, quoi. Ils sont quand même là pour se faire plaisir. Donc, c'est très tolérant. Mais les surprises que j'ai eues, moi, c'est plutôt dans l'autre sens. On se dit ça, on ne va jamais y arriver. Et de façon très surprenante, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé avec un môme qui avait de grosses difficultés de lecture. Et avec Scratch, avec la couleur et la longueur des blocs, il arrivait à se rappeler ce que fait chaque bloc. Il ne savait pas lire, mais il savait programmer. Alors ça, pourtant on était à Yourcenar avec des bibliothécaires, on se disait, bon, lui, on l'a pris parce qu'on est gentil, enfin, c'est pas le bon terme, mais il ne va pas y arriver. Ouais. Et bien, il y est arrivé. Et ça fait plaisir, quoi. Donc, voilà. Bon, mais des enfants qui sont difficiles, moi, je n'ai pas l'expérience et je ne sais rien dire là-dessus. Moi, je ne suis pas trop pour... après, ça dépend des circonstances, mais je trouve que les voyageurs du code, ça doit vraiment être libre, même pour les enfants. Si l'enfant n'a vraiment pas envie de venir, parce qu'après, moi, comme je suis animateur aussi d'atelier avec Scratch, je me retrouve dans des situations où je suis avec des enfants et ces enfants-là, ils sont obligés de venir. Là, donc oui, je me suis retrouvé avec des enfants qui n'avaient pas du tout envie et il faut le gérer, quoi. Maintenant, voyageur du code, je trouve que ça doit rester libre et que si l'enfant n'a pas envie de venir, trouver une solution pour qu'il soit pas obligé de venir, quoi. Je vois pas l'intérêt. Après, il faut, bien sûr, s'il est là, il y a sûrement une raison et tout ça. Essayer aussi de trouver, quand ça marche pas, des alternatives. Il y a toujours des alternatives et trouver des moyens. Je vois, par exemple, on vient de parler de Cassim. Cassim, il a toujours été beaucoup plus branché sur le dessin. Puis là, on a vu,
tout d'un coup, paf, ça a très très bien marché, il a fait du code. Donc, et il vient à chaque fois, Cassim. Donc, il y a toujours peut-être des alternatives, il faut les chercher, trouver le moyen que l'enfant il trouve un intérêt, qu'il ne soit pas dans cette attitude négative et trouver quelque chose de positif, aller dans son sens, quoi. S'il est là, de toute façon, souvent les enfants, on les attire avec le jeu vidéo, c'est que quand même le jeu vidéo, ça l'intéresse. Donc, trouver des choses, ça, faut toujours chercher. Mais bon, voilà, après, des fois, si on peut rater, et après, c'est dur. C'est vrai qu'on a une grosse différence entre un public captif et un public libre. Et comme tu le dis, ça arrive qu'on soit devant un public captif. Et pour moi, enfin vraiment, faut pas hésiter à discuter. En fait, ils sont pas là. En général, les participants ne sont pas là pour embêter l'animateur. Hein. S'ils commencent à être un peu négatifs, enfin, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, déjà creuser d'abord la cause de cette négativité, c'est déjà une avancée et on peut toujours trouver une solution. Ça, c'est hyper important effectivement de dialoguer avec l'enfant si vous avez possibilité, parce que des fois, effectivement, on est tout seul face au groupe. Donc, si vous avez moyen de faire le signe à l'animateur de dire je vais prendre juste 3 minutes pour parler avec lui, essayer de comprendre effectivement d'où vient, est-ce que c'est effectivement, ça arrive très vite, c'est on m'a obligé d'être là, moi j'avais pas envie, bah effectivement là il faut lui trouver effectivement, ok t'es pas content, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir, je peux trouver ça, c'est essayer de creuser et de s'adapter effectivement de cette façon-là. Ouais, le temps file, on va finir avec la dernière question des gens qui regardent le webinaire et vous pourrez finir après avec une ou deux questions maximum ici. Et donc on a une participante qui nous dit qu'elle a du mal à gérer la situation lorsque deux enfants se mettent en duo et que l'un des deux s'efface face à la personnalité écrasante du deuxième et ne fait plus rien du tout pendant tout l'atelier. Donc, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour arriver à gérer ce genre de soucis? Alors, c'est ce qu'on appelle, il y a un concept que vous pourrez peut-être regarder sur Internet, qui s'appelle le pair programming, la programmation à deux. Alors, une des recommandations, c'est de mettre des enfants de même niveau. Ne pas mettre un fort et un faible, parce que ça, il faut, donc mieux vaut des groupes, quand on travaille à plusieurs, mieux vaut que ce soit des binômes homogènes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une deuxième règle, c'est qu'il faut que, ça c'est physique, il faut que la souris change de main toutes les 3 minutes. Et le troisième point à leur demander et à leur répéter, c'est d'exprimer. Celui qui tient la souris, il faut lui demander de dire ce qu'il va faire avant de le faire. Alors, là, tout ça, ça a été un petit peu théorisé. Enfin, je m'étais intéressé à ça. Il y a ce qu'on appelle, quand il y a de la programmation à deux, donc premièrement, il faut que ça soit homogène, et il y a ce qu'on appelle un navigateur et un pilote. Un navigateur et un pilote. Le pilote, c'est celui qui n'a pas la souris, qui doit normalement donner les orientations. Et le navigateur, c'est celui qui a la souris, qui dit ce qu'il fait et qui écoute celui qui regarde. Donc, ça, c'est pas facile à mettre en place, mais quand on y arrive, déjà avec la souris, si la souris change de main toutes les 5 minutes, ça marche pas mal, ça. Ça aide. Mais c'est difficile, hein, c'est tout, voilà. C'est des ficelles, ça, mais ça ne résout pas forcément le problème. Ouais, complètement, effectivement. C'est mettre en place les règles dans l'atelier pour le dire. Effectivement, vous êtes 2 par ordinateur. Mettre un maître du temps, ça peut être dire à un enfant, toi tu es maître du temps et tu me dis toutes les 5 minutes, tu me rappelles qu'il faut que tu annonces que la souris doit changer de main. Et avoir cet enfant qui est référent, ça lui donne un petit rôle. Et effectivement, ce qui me semble très intéressant et important, c'est que les 2 rôles soient définis, comme tu dis, qu'il y ait effectivement, c'est toi par exemple, tu tiens la fiche et tu expliques à l'autre ce qu'il y a à faire, et puis qu'il n'y en ait pas un qui fasse tout, et voilà, qu'on explique les rôles qu'on puisse avoir à 2 sur l'ordinateur. Et la verbalisation est essentielle dans la compréhension de ce qu'ils font. Ça aide beaucoup. Même ils travaillent mieux quand ils verbalisent ce qu'ils vont faire, ils le comprennent mieux. Enfin, c'est mon impression. Oui, complètement. Enfin, je vais complètement dans votre sens. Enfin, vraiment, là, ça nous est souvent arrivé lors d'ateliers de voir des petites bagarres de souris. Enfin, faut vraiment pas hésiter à dire, soit soit c'est 5 minutes, soit c'est une action. Enfin, essayer de trouver des techniques de partage de matériel, petites astuces. C'est toujours bon à prendre. Je t'en prie. Allons-y. Donc moi j'ai une petite question, en fait c'est souvent un petit problème qu'on rencontre même nous, enfin c'est des problèmes assez fréquents,
Au niveau de la gestion du temps, donc déjà comment vous arrivez à gérer ce temps et dans la pratique, enfin, comment vous rythmez et comment vous gérez le temps de vos séances. Est-ce que vous êtes beaucoup dans l'explicatif? Est-ce que vous êtes beaucoup dans la théorie? Enfin, c'est la même chose. Dans l'explicatif ou plus dans la pratique? Et comment vous imaginez une séance, par exemple, d'1h30? Est-ce que je vais faire 1h30 de Scratch non-stop? Est-ce que je vais faire 30 minutes d'une activité, 30 minutes de l'autre? Et comment je gère ce temps? Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient énormément, c'est la gestion du temps. Et on a des bénévoles qui se retrouvent débordés par le temps et qui ont énormément d'activités et qui se retrouvent sur une séance d'1h30 et qui ne savent plus trop comment gérer. Et inversement, on a des bénévoles qui imaginent qu'en 1h30, on aura à peine le temps de faire ça et qui se rendent compte qu'en 30 minutes, c'est fait. Et là, qui sont un peu mis au pied du mur en se disant bon, comment je fais, comment je gère ce temps en fait. Donc voilà, est-ce que vous avez une petite astuce de votre côté ou... La gaieté lyrique, c'est très particulier. La gaieté lyrique, dure 2 heures. Les gens viennent. En fait, c'est une gestion. C'est les gens qui gèrent le temps en fait. Donc, c'est les participants qui gèrent le temps. Ici, ils font ce qu'ils veulent en fait. Et nous, on tourne et on essaye d'être disponible pour chacun d'entre eux. Le but, c'est quand même que tous ceux qui viennent, ils aient pu avoir au moins une discussion avec l'un d'entre nous. Voilà. Donc, je pense pas que la question est parce que là, c'est très particulier. C'est intéressant aussi pour ça aussi. Il y a pas, je pense qu'il y a, ça commence, ça finit. Nous, faut qu'on soit quand même là un peu à l'avance pour mettre les choses en place. On commence. Et après, c'est assez, il y a jamais eu de soucis, je pense, au niveau du temps. Après, dans un atelier, moi, ce que je recommande, parce que moi-même, j'ai tendance à dépasser au niveau du temps, c'est préparer, c'est important, mais je pense que c'est important aussi d'improviser, en fait. C'est-à-dire de bien préparer, d'avoir tout ce qu'il faut. À la rigueur, c'est toujours mieux, moi, je pense, d'en avoir trop que pas assez. Mais ensuite, l'improvisation, je pense que c'est très important parce que on voit qu'on va pas pouvoir faire tout ce qu'on a prévu, donc il faut peut-être anticiper toutes ces choses-là et surtout être capable de peut-être pas de pas faire ce qu'on avait prévu, quoi. Voilà. Moi, c'est ma technique, c'est d'improviser, de faire aussi en fonction de ce qui se passe, parce qu'on peut très bien avoir prévu quelque chose et puis ça marche pas, en fait. L'espace 40 ans, ça nous est arrivé de faire des choses et puis on se rend bien compte que ça marche pas. Alors après, il faut gérer et improviser et trouver le moyen de faire en sorte que ça se passe bien quand même jusqu'à la fin. Et ça, je pense que on peut préparer. En gros, moi, je recommanderais d'avoir un plan B, un plan C, un plan D, des trucs comme ça. Et puis, en cas où, de pouvoir basculer sur ces plans. Plus on fait, plus on y arrive facilement en fait, parce qu'on retient des techniques, des petites méthodes comme ça qui marchent. Moi, je vois en particulier avec Scratch, voilà, je peux rebondir je peux préparer c'est ce qui est bien. Programmer des jeux vidéo, c'est bien, mais des fois, est-ce qu'on est sûr que les enfants, ils ont déjà joué à ce genre de jeux vidéo? Donc, des fois, si vraiment ça foire ce que j'ai fait, c'est pas grave de terminer une séance où on joue à un jeu vidéo, mais ça reste éducatif parce que je vais regarder leurs réactions, essayer de voir comment ils jouent à ce jeu-là, et ça va me permettre de rebondir après sur la séance d'après. Voilà, ça peut être un bon biais, une bonne manière. Si on n'a vraiment rien et qu'on sait plus quoi faire, et que par exemple donc sur ce point-là des jeux vidéo, de les laisser jouer, de jouer avec aussi, et du coup d'échanger sur le jeu, vu que c'est ça qu'on fait ensemble, et de récupérer un petit peu toutes les infos qu'on a à ce moment-là. Voilà, ça c'est des techniques aussi, de parler avec eux aussi. Quand ça marche pas, c'est bien de parler avec eux aussi, pour voir après, discuter avec eux, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas aimé, et après, faut pas hésiter à leur demander quand ça marche pas et qu'ils aiment pas, pour savoir, et puis après orienter les choses vers quelque chose qui sera plus intéressant pour tout le monde. Voilà, je donne je sais pas si ça peut aider. Alors bon, si vous êtes, ça part souvent en vrille, hein. Alors c'est normal. Alors ce qui est difficile, c'est quand il y a une partie qui suit puis l'autre qui décroche. Là, parce que ça fait un groupe homogène. C'est ça qui est le plus. Sinon, quand tout le monde est dans le même mouvement, on arrive à suivre. Bon, mais ça c'est normal. Et donc pour ce qui est gestion du temps, moi je me sens pas bon du tout.
pas tellement de recommandations, sauf le fait d'annoncer avant, au début de séance, le timing. C'est de dire, voilà ce qu'on va faire jusqu'à telle heure, et à la fin, de garder un quart d'heure pour faire du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils savent que jusqu'à telle heure, ils doivent nous écouter quand même un peu, et puis qu'à un moment, bon, on dit qu'ils feront ce qu'ils veulent. Alors ça, c'est assez important. Et puis d'avoir un temps de montée, une première petite activité de 20 minutes, ensuite 1 heure de codage et un quart d'heure de free time. Ça a tendance à ne pas décourager. Et puis, qu'est-ce que j'avais en tête, c'est tout. Le reste, je l'oublie. Mais le fait de partir en vrille de temps en temps, si ça vous arrive pas, c'est pas normal. C'est vrai. Je pense que c'est très important de discuter avec les enfants, même même quand les gens ils viennent à la Gaieté Lyrique, voilà, on discute avec eux pourquoi ils sont là. Je pense que ça c'est très très important, peu importe ce qu'on fait comme animation, de trouver dès la première fois où on rencontre les gens, de leur demander pourquoi ils sont là. Et tout le monde, quoi, même faire un tour de table, ça c'est. Et on peut avoir l'impression, je vois avec les enfants, je peux faire une séance d'1 heure et demie, on ne fait que discuter et faire des petits jeux, mais autour de la discussion. Et parce que je veux savoir pourquoi ils sont là, et aussi, comme là ça tourne autour du jeu vidéo, mais à la Gaieté Lyrique, c'est aussi très important de savoir pourquoi la personne est là, et pour pouvoir répondre au mieux, et aussi s'apercevoir si est-ce qu'on va pouvoir répondre aussi. Hein. Donc, et ça aide beaucoup parce qu'on perd peut-être du temps peut-être au début, mais après ça aide énormément parce qu'on sait pourquoi la personne elle est là, on peut l'avoir noté, on s'en souvient, et du coup orienter les choses en fonction de qui est là et pourquoi. Et si à un moment donné, voilà, on rate une marche et que ça marche plus, recommencer à discuter pour essayer de savoir. Et maintenant, pourquoi tu viens toujours, ou pourquoi tu es toujours là, et maintenant que tu as vu ça. Et voilà, je pense que ça, c'est la discussion, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. J'ai un petit truc qui me Même vient. pour la gestion du temps. C'est premièrement d'en discuter entre animateurs avant et après. Ah, ça aussi. Ça, c'est. Donc, sur la durée, ça se passe très bien, justement, parce qu'on en parle. Et puis, une deuxième chose, un deuxième truc que j'ai trouvé, moi, très utile, c'est le guide des voyageurs du code. Alors, au début, je ne l'ai pas lu. D'accord. Et quand je l'ai lu, je me suis dit qu'il y avait plein de bonnes idées. Alors, il faut peut-être pratiquer un peu avant. Enfin, lancez-vous et revenez-y à ce guide. Il y a plein. Ben, Quentin, toi, Marie-Caroline, vous y êtes. Enfin, les deux personnes les plus expérimentées ici, c'est Marie-Caroline et Quentin. Hein, faut pas. On parle plus, mais c'est eux les plus compétents. Mais le guide qu'ils ont fait est super. Il est très, très orienté sur l'expérience. Donc, lisez-le à l'occasion. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Ouais, vous le retrouver sur la plateforme chez eux. Et puis, il y a Guillaume aussi qui l'a écrit. Guillaume, il a participé. Et c'est plein de ficelles qui permettent de se dire que quand on se prend une gamelle, eh ben, c'est pas bien grave et qu'on peut continuer. Quoi. On apprend toujours même voilà. des gamelles. Oui, mais il n'y a pas que les gamelles. Enfin, mais c'est pas grave de pas tout réussir. Pour là, on va conclure. Donc, est-ce que vous voulez bien un petit mot pour effectivement pour lancer les personnes qui hésitent encore? Vous avez donné plein de conseils. Juste, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui me dise là, j'hésite encore un petit peu, j'ai un peu peur, en quelques mots? Moi, je trouve que les voyageurs du code, pour moi, il y a quelque chose qui est unique dans les voyageurs du code. Après, on peut parler de beaucoup de choses, mais on est en tant que voyageur du code, on est dans une position qui se trouve juste avant on va dire le monde professionnel, par exemple. Parce qu'on peut faire le métier de voyageur du code en tant qu'animateur d'atelier numérique et faire des choses très similaires aux voyageurs du code. Et le voyageur du code, ça va être quelque chose où justement il y a ce côté-là où justement on fait ça bénévolement, et donc il y a les gens. Il faut pas hésiter à dire que au départ, nous on le fait toujours à Gaieté Lyrique, on dit on est bénévole. Je pense que voilà, on vient là, on vient donner du temps gratuitement pour les autres.
Donc, à partir du moment où les gens ils savent qu'on est bénévole, déjà, il y a beaucoup de respect derrière et il n'y a personne qui nous embête à la Gaieté Lyrique. Enfin, une fois qu'on a dit qu'on est bénévole, on peut rien dire, c'est un bénévole. Donc, faut en profiter, hein, on est bénévole, il faut en profiter. Et justement, on est dans cette situation-là où, en tant que bénévole, justement, on a le droit, même peut-être plus qu'un professionnel, à l'erreur. Du coup, autant en profiter de faire plein d'erreurs, d'expérimenter en tant que voyageur du code dans tout ce que fait. Et ça c'est la force, je pense, du voyageur du code, c'est d'avoir la possibilité de le faire. Aussi, bon, moi, je l'ai pas fait, mais vous donnez, donc Bibliothèque sans frontières donne la possibilité de créer son association, son club. Donc là aussi, c'est de l'expérience. Il y a des formations. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on peut acquérir. Et les formations sont gratuites en plus à Bibliothèque sans frontières. Donc tout ça, c'est des choses, on peut l'acquérir comme ça. On peut expérimenter. Et ça, je pense, c'est la grande force du voyageur, c'est qu'on peut expérimenter. Voilà. Donc, faut en profiter et voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. En tant que professionnel, on peut expérimenter, mais ça demande déjà. Enfin, faut pas faire d'erreur, faut pas se tromper parce que derrière, voilà, il y a des gens qui jugent. Alors que là, voilà, donc c'est ça que je dirais à ceux qui veulent se lancer. Voilà, en tant que bénévole, on a vraiment le droit à l'erreur. Donc, si on a envie de faire ça, faut pas hésiter à le faire plein d'erreurs, comme on fait à l'espace 40. On a beaucoup expérimenté cette année. Et on s'est planté plusieurs fois, comme a dit Pierre. Et tant mieux, quoi, parce que une fois qu'on s'est planté, on sait. Et il y a que en faisant qu'on peut savoir. Donc, et en plus, quand on expérimente, on ne fait pas des choses qu'on n'aime pas, on fait des choses qu'on a envie d'essayer. Du coup, c'est ça qui, en tant qu'animateur d'atelier, on a envie d'essayer des choses, je pense. C'est pour ça qu'on veut faire Voyageurs du Code. Donc, allons-y, essayons. Voilà, c'est ça que je dirais. Oui, il y a un truc que tu as dit qui est les publics à qui on s'adresse ont une certaine empathie envers nous. Oui. Donc, même si on ne sait pas, ça se passe bien. Alors ça, c'est un point important parce que on le vit mieux. Et puis, peut-être que ce que je suggérerais, c'est premièrement, prenez plaisir à pratiquer des outils que vous avez envie d'utiliser, comme Scratch. Il y a plein de trucs sur Internet, donc creusez vous-même. Et si vous pouvez, essayez de le faire à deux. L'idéal, de mon point de vue, c'est, en tout cas, moi j'apprécie beaucoup, c'est de le faire entre un pédagogue et un technicien. Alors, premièrement, c'est un vrai plaisir. Moi, je suis le technique en général dans l'affaire, mais de voir l'analyse pédagogique d'un animateur, moi, ça me fait découvrir plein de choses. Et inversement, derrière la programmation, il y a des concepts techniques qui ne sont pas tous implicites. Donc, si vous pouvez le faire à deux, c'est mieux. Et surtout, il faut le plaisir que les enfants ont à utiliser Scratch ou autre chose, ça sera le même que celui que vous avez eu vous-même. Donc, faut lancer-vous et éventuellement, si vous avez la possibilité, aller dans des ateliers. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par demander à Chloé, à Marie-Caroline où je pouvais être utile. Ils m'ont envoyé ici ou là et j'ai suivi. Voilà. Vous êtes les bienvenus à la Gaieté Lyrique. Oui. Nous, on est très contents quand il y a des gens qui ont envie d'être bénévoles et voilà, pour venir voir comment ça se passe. Donc, il faut commencer, puis c'est quand même pas si compliqué. Enfin, ça se passe bien. Merci beaucoup. Du coup, on va s'arrêter là. Donc, on vous remercie énormément encore une fois d'être venu. On espère pouvoir réitérer l'expérience avec encore plus vite avec Guillaume, s'il nous écoute, avec d'autres bénévoles qui vous accompagneront. Nous, on vous a pas vu. Mais... il y aura les noms. Vous serez sur YouTube. Et du coup, nous, on vous souhaite de bonnes vacances, parce que là, ce sera le dernier webinaire avant les vacances, et on se retrouve en septembre. Voilà, donc pour le programme, c'est encore une surprise, on va dire. Tout sera dit sur le site dans très peu de temps. Et voilà. Donc, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir, au revoir.